Sarkozy était ministre de l'Intérieur, moi j'étais président d'Emmaüs, on s'engueulait à peu près sur tout, quoi. Moi j'étais pour l'accueil inconditionnel dans les communautés Emmaüs, lui était pour qu'on vire les sans-papiers, moi j'étais pour qu'on aide les gens mal logés, lui il faisait les lois anti-squat, quoi. On avait des difficultés de compréhension, avec les passes d'armes d'ailleurs. Et quand il fait sa campagne en 2007, il avait un slogan, vous vous rappelez peut-être, qui s'appelait « Travailler plus pour gagner plus ». Alors moi j'ai dit qu'il y a un tout petit problème, parce qu'il y a des gens qui, quand ils se mettent à travailler, perdent de l'argent. Donc travailler plus pour gagner plus, ça ne marchera jamais si on ne fait pas un système qui garantit que les gens, quand ils reprennent du travail, et qu'ils ont été plusieurs années au chômage et au RMI, aient une certitude de gagner de l'argent dès la première heure où ils retravaillent. Et ça s'appelle le RSA. On y reviendra peut-être aussi. Et il a pris le RSA. Et ça l'arrangeait dans son gimmick de campagne, parce que sinon, travailler plus pour gagner plus, c'était faux pour 2 millions de personnes. Et du coup, après avoir essayé de faire en sorte que ça existe, et après avoir bataillé, ça c'est vrai, pour essayer de monter des programmes expérimentaux pour montrer que le RSA c'était mieux que le RMI, quand il est élu président de la République et qu'il me dit je vais le faire comme on l'a dit, mais je vous demande de rentrer au gouvernement, et que je lui dis moi j'ai pas besoin de rentrer au gouvernement, c'est pas trop mon truc, en plus j'ai pas voté pour vous, etc. Et qui me dit ok, rentrez pas au gouvernement, mais si je ne le fais pas ou si je le fais mal et que vous me critiquez, je dirais il avait qu'à s'y coller le type. Voilà. Et donc ça m'a énervé. Et c'est comme ça que je suis venu. Et comme ça qu'on a travaillé. Et c'est comme ça que maintenant, quand on critique le RSA, je peux défendre. C'est-à-dire que je voulais, et j'ai mis dans la loi, que s'ils refusaient 2 offres valables d'emploi, on pouvait leur diminuer ou suspendre le RSA. Et j'avais contre moi, le ministre du Travail, qui s'appelait Laurent Wauquiez, et le ministre des Finances, qui s'appelait Christine Lagarde, qui était ministre des Finances et j'ai eu des réunions surréalistes chez le président de la République, où je disais, je veux qu'il soit obligé. Et j'avais Christine Lagarde et Laurent Wauquiez qui disaient, ah non, on ne veut pas. Pourquoi ils ne voulaient pas? Parce que ça coûte cher pour Pôle emploi, pour peut-être embaucher des gens. D'une part, et d'autre part, parce que je les faisais du coup compter dans les statistiques du chômage. Et alors, alors moi j'étais là, je disais, mais attendez, je croyais que j'étais dans un gouvernement de droite, les gars. Je croyais que j'étais de gauche dans un gouvernement de droite. Moi je veux qu'on les oblige à faire ça, et vous, vous ne voulez pas. Et ça a été une bataille, c'est Fillon qui l'a arbitré le 27 mai 2008, je m'en souviens encore, vous voyez, la date restée. Là, ça a été une bataille homérique. On a créé le RSA comme un système qui devait englober à la fois des gens qui ne travaillent pas et des gens qui travaillent avec des revenus modestes, pour essayer qu'il n'y ait plus de synonyme entre toucher un minimum social et être exclu du monde du travail. Et on n'a pas si mal réussi que cela. La preuve, c'est que personne n'a trouvé un terme pour désigner ceux qui touchent le RSA. Parce qu'il n'est pas un statut. Vous pouvez dire, il n'y a pas de RSAste. Et ça, c'est génial, c'est notre plus grande victoire. Donc, vous l'avez dit, vous avez été à l'origine du RSA et vous êtes aujourd'hui président de l'Agence du service civique. Alors, qui mieux que vous pour présenter ce service civique au public principalement composé d'étudiants? Quand je m'occupais d'Emmaüs et que je faisais des conférences comme ça, normalement, si j'étais pas trop ennuyeux, il y avait forcément 3-4 personnes qui venaient après la conférence en disant Emmaüs, ça a l'air sympa, j'aimerais passer 6 mois ou 1 an voilà, à aider, à m'engager, à faire quelque chose, je pourrais prendre 6 mois de ma vie pour faire ça. Et à l'époque, je leur disais, oui, mais je ne vous conseille pas trop parce que c'est pas reconnu, on ne peut pas vous payer, pas de statut juridique. Voilà. Alors effectivement, si vous voulez bien vous dévouer, vous pouvez le faire, mais vous allez prendre des risques voilà, sans être sûr de pouvoir les assumer. Ça. Donc je disais, attendez plutôt d'être à la retraite, et puis vous viendrez me voir. Et je trouvais ça assez désolant de faire cela. Et donc, c'est comme ça que j'ai été convaincu qu'il y avait un besoin d'engagement qu'on n'arrivait pas à satisfaire dans cette société. Alors que quand on allait aux États-Unis, on voyait AmeriCorps et Peace Corps. Quand on allait dans d'autres pays, on voyait la Big
l'habitude de pouvoir prendre 6 mois sabbatiques ou 1 an, et que en France on loupait quelque chose. Que d'abord les jeunes loupaient quelque chose, et que la société loupait quelque chose. Et donc le service civique, c'est d'abord la réponse à cela. C'est-à-dire de permettre à celles et ceux qui veulent s'engager de pouvoir le faire. Mais ça n'est pas que cela. Je reviendrai ensuite sur comment ça s'organise pour que ça existe. Mais c'est aussi de se dire qu'il y a aussi une partie de la jeunesse qui n'a pas d'envie du tout, y compris pas d'envie de s'engager, et pour lequel l'offre classique n'est pas satisfaisante. Études, ça marche pas bien, travail, ils ne trouvent pas ou ils n'arrivent pas à s'y plaire, etc., etc. Et que l'idée de se dévouer ou de se consacrer à une cause, à une mission d'intérêt général, peut être un moyen de se mettre un pied à l'étrier, de savoir mieux ce qu'on veut faire, d'acquérir une première expérience, d'avoir une envie, d'avoir une passion, d'avoir un goût pour quelque chose, voilà, d'avoir confiance en soi, etc. Et donc on a conçu le service civique pour qu'il puisse s'adresser aussi bien à celles et ceux qui à la limite n'ont pas besoin du service civique pour leur propre parcours, mais qui peuvent apporter aux autres, et aussi le service civique pour celles et ceux qui ont besoin de quelque chose pour pouvoir s'en tirer ou trouver leur voie. Donc que ça soit identifié comme quelque chose réservé à celles et ceux qui ont déjà l'engagement vissé au corps, un milieu qui les prédestine, une école qui les aide à faire leur service civique, etc., ni réservé à celles et ceux qui ont tout raté, alors ils n'arrivent pas à trouver de boulot, ils n'arrivent pas à faire de formation, et donc ils feraient leur service civique. Donc ce mélange est recherché. Le challenge... Ouais, pardon, il y a quelque chose à dire. Non, justement, c'est peut-être sur ce challenge, parce qu'aujourd'hui, il y a 15 000 jeunes qui font le service civique. L'objectif, c'était un jeune sur 10, c'est-à-dire 75 000 jeunes. Ouais. Alors, qu'est-ce qui manque pour qu'on atteigne cet objectif des À moyens? votre avis, ouais, des sous, ouais. Ce sont des moyens. En fait, pour l'instant, on n'est pas en retard. C'est-à-dire que quand on a commencé... Avant, il y avait on a redémarré un truc qui avait été tenté après les émeutes de banlieue en 2004-2005. Vous vous rappelez les émeutes de banlieue, tout ça, et le président de l'époque, qui s'appelle Jacques Chirac, avait dit, plutôt que les jeunes brûlent leur voiture, je vais permettre à 50 000 jeunes, on va même plus imiter la voix, allez-y. On va pas laisser les jeunes brûler les voitures comme ça. Alors, les jeunes, je leur permettre de faire un service civil, et je pense que 50 000 jeunes, tout de suite, vont pouvoir faire un service civil. Ça sera bien mieux de brûler les voitures, ils vont aider les autres, etc. J'imite parce que je lui en veux. À lui et à Victor. Ils ont promis ça, 50 000. Et dès que ça s'est calmé dans les banlieues, plus d'argent, plus rien. Et ensuite, on a accusé les jeunes de ne pas vouloir s'engager. Et la vérité, c'est qu'en fait, on ne voulait pas mettre le pognon pour ça. Et donc ça, c'est 2005. Et moi, ça m'a traumatisé parce que je trouve que quand il y a la crise et qu'on n'a pas tenu telle promesse parce qu'il y a la crise, ok. Mais quand c'est simplement déjà 3 mois après qu'on a fait semblant et qu'une fois qu'on a ça, que puis vis-à-vis des jeunes pour lesquels il y a il y avait un vrai espoir qu'ils étaient de ça. Et donc en 2007, moi j'avais pris cette idée-là. En 2007, et Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy ont repris le service civique, obligatoire à l'époque. Et moi j'ai fait une concertation avec beaucoup d'acteurs, dont les associations de jeunesse, en disant bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait de sérieux? Et on s'est dit on fait un service civique volontaire, mais qui doit concerner au moins un jeune sur 10 pour qu'il y ait un bon taux de pénétration dans la société. On s'est dit qu'on n'arriverait pas à faire un jeune sur 10 comme ça en claquant des doigts, pour que les missions soient sérieuses. Monter les missions IT, monter les missions même avec les sans-abri, ça prend du temps. Et faire les choses dans le bon ordre. Et donc, on a fixé comme objectif, moi j'ai fait dire au président de la République en 2009, service civique pour 10% des jeunes d'ici 2014. Donc on est toujours dans les clous, on en aura 25 000 cette année, il suffit de faire 50 000 l'année prochaine, et 75 000 en 2014, et on aura atteint l'objectif. Pour l'instant, François Hollande est à fond là-dessus, et il a raison, à mon sens, de dire qu'il y a un grave problème dans cette société, il y en a plein, mais il y a un problème absurde, qui est que beaucoup de choses sont ouvertes aux jeunes à part. 18 ans, c'est l'âge de la majorité, 16 ans, c'est la fin de la scolarité obligatoire,
Et entre 16 et 18 ans, il y a bien évidemment la grande majorité des jeunes qui sont en formation ou en alternance, mais il y a une partie qui sont dans pas grand-chose. Et qu'il n'y a rien qui est prévu pour assurer une obligation des pouvoirs publics de s'occuper de tous les mineurs jusqu'à 18 ans. Et donc, comme on pourrait se dire, comme certains le prônent, l'UNEF prônait ça, de dire, mettons la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. Je trouve absurde de dire à un jeune qui a ramé jusqu'à 16 ans en redoublant 3 fois sa 4e, comme un marre de l'école, de lui dire, écoute, tu ne vas pas en avoir marre pendant 3 ans, tu vas en avoir marre pendant 5 ans. Et je suis persuadé que si on lui dit, écoute, si tu ne vas pas en formation, si tu n'es pas en emploi, si tu n'es pas en alternance, de toute façon, on va t'obliger d'être quelque part. Et on fera suffisamment de place pour que si ce quelque part tu ne le trouves pas toi-même, ça puisse être le service civique. Donc alors, plusieurs propositions ont émergé dans le camp politique. Tout d'abord, la proposition de Jean-Luc Mélenchon, qu'il a détaillée ici même. Au-dessus de 360 000 €, il prend tout. Après, il y a François Hollande qui propose une tranche marginale d'imposition à 75% au-dessus d'1 million d'euros. Et il y a Nicolas Sarkozy qui prône, comme en 2007, l'interdiction des retraites chapeaux et des parachutes dorés. Alors, quel est votre avis sur ces différentes propositions et peut-être préconisez-vous d'autres solutions? Entre le salaire moyen et les plus hautes rémunérations a été multiplié par 8 en 20 ans, il y a un problème. Voilà. C'est passé d'un écart de 1 à 20 à un écart de 1 à 160, un truc comme ça. Donc il y a un problème. Voilà. Et donc, on a réuni un groupe de travail et on a essayé de faire des propositions. J'en viens à votre truc parce qu'on a proposé tout cela et quelques autres choses. C'est-à-dire qu'on a proposé de ne pas avoir que de la fiscalité, parce que d'abord intellectuellement c'est pas satisfaisant, donc il y a un problème, on va juste le résoudre par l'impôt. On n'a pas proposé le système Mélenchon parce que je n'ai pas fait statuer le Conseil constitutionnel, mais je suis à peu près persuadé que c'est anticonstitutionnel d'interdire de gagner 1 € de plus qu'une certaine somme. Et donc on a proposé un mix à la fois de procédures qui changent le mode de fixation des hautes rémunérations, repris par Nicolas Sarkozy, du genre les rémunérations les dites plus hautes doivent être votées par l'ensemble de l'Assemblée générale et pas que par le comité de rémunération. On a proposé effectivement de supprimer les retraites chapeaux, parce que quand on est très bien payé, et si on a envie d'avoir une retraite à peine, on n'a qu'à juste faire des économies. Enfin, voilà, on investit, on fait ce qu'on veut, on achète de l'assurance vie, on débrouille. On n'a pas besoin en plus d'avoir un régime dérogatoire avec un régime social différent des autres, etc. Et puis on a proposé, nous, pas d'aller jusqu'à 75% en dessous d'1 million, on a proposé une tranche à 50% à 150 000 € par part et 60% à 300 000 € par part. Donc rien de tout ce qui a été proposé m'a choqué. Ce qui me choquerait, c'est qu'on ne fasse pas tout cela parce qu'il n'y a rien de pire pour exacerber l'extrémisme, le découragement, etc., de dénoncer sans faire. Soit on trouve que c'est très bien ce qui se passe, dans ce cas on ne dénonce pas, soit on trouve qu'il y a un problème, dans ce cas-là on trouve des solutions. Le débat public, le débat politique gagne à pouvoir se fonder sur des faits. Et en fait c'est un débat vachement intéressant, et ce serait très utile dans le débat actuel sur de regarder les données. Il y a des études qui ont été faites, là aussi, par universitaires de Lille, d'Arès, Drève, je ne sais plus qui, mais on peut les trouver, sur, finalement, les immigrés, est-ce qu'ils coûtent ou est-ce qu'ils rapportent aux finances publiques? C'est vachement intéressant. C'est pas si facile à calculer. Les seules études qui ont été faites montrent soit que ça ne coûte rien, soit qu'ils rapportent aux finances publiques. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Ils ont plus d'enfants, ils coûtent plus en prestations sociales, ils sont plus souvent au chômage que les autres, etc. En réalité, quand vous regardez le cycle de vie, mais c'est clair comme de l'eau de roche, compte tenu des impôts qui sont payés, de ce qui coûte en matière de retraite, de ce qui coûte en matière de prestations sociales, etc., vous arrivez à un apport pour les finances publiques. Autrement dit, si aujourd'hui, Marine Le Pen virait tous les immigrés de France, à part le coût des virés, ça accroîtrait le déficit